Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en évolution professionnelle, et je te partage ma méthode pour construire ta carrière. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu tous les jeudis sur LinkedIn, YouTube et Twitch, avec des tutos, des conseils et surtout plein d'invités inspirants. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau live de Trouver sa voie où nous allons parler de comment utiliser les traits de personnalité qui nous font honte. Titre un peu violent, j'en conviens, mais je vais détailler un peu plus loin pourquoi est-ce que ce titre me parlait. Et donc encore une fois, bienvenue à chacun et chacune. Je ne sais plus où on en est dans le décompte, ça doit être le 35e live. En intro aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vous remercier. Remercier tous ceux qui écoutent, toutes les personnes qui suivent cette aventure. Vous êtes un peu plus de 500 actuellement sur Apple Podcast, avec quelques-uns aussi sur Deezer, Spotify. Sur LinkedIn, vous êtes un peu plus de 200 à avoir rejoint notre page LinkedIn. Sur YouTube, vous êtes 36 à suivre cette aventure. Et donc, c'est un tout début. Il y a plus de vidéos que d'abonnés, je crois. Mais merci à ceux qui sont là. Il y a une personne sur Twitch. Donc moi, j'aimerais bien que Twitch se développe parce que c'est un canal très libre d'expression et c'est super pour poser des questions sans avoir entre guillemets, la lourdeur de LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est quand même c'est pas évident pour la confidentialité. Donc merci à vous tous et aussi et surtout merci Ségolène qui a rejoint l'aventure il y a quelques semaines et sans qui je ne réussirais pas à me motiver pour développer ce podcast. Donc merci à toi Ségolène si tu entends cet épisode. Peut-être juste une petite pub avant de démarrer parce que c'est important, je voulais vous en parler. C'est un séjour que j'organise dans un mois qui sera un pilote pour, au fond, avec un autre coach, on va proposer une sorte de bootcamp d'évolution professionnelle. C'est ce qui avait été mentionné sur le podcast il y a quelques semaines. Et ça y est, le projet prend vie, il prend forme. Donc on a déjà quelques inscrits, il reste 2 ou 3 places. Et l'idée, ce sera du 5 au 7 mai, près de Saint-Malo, de se retrouver pour 3 jours en fait, pour un week-end de 3 jours et de travailler très en profondeur sur, au fond, ce qu'on a au fond de soi, quel est son potentiel, quelles sont ses envies professionnelles et cetera. De le faire en groupe dans un climat plutôt bienveillant et en dehors de notre vie de tous les jours, avec après un suivi pendant 2 mois. Et l'idée, c'est d'identifier ce qu'on veut faire comme projet professionnel, de le faire avec une nouvelle impulsion. Et pendant le suivi, c'est de concrétiser ce projet, en tout cas de commencer à aller vers la concrétisation de ce projet. Donc, j'en parle parce que c'est imminent, qu'il reste quelques places. Donc, si tu entends cet épisode, si ça t'intéresse et si tu veux en savoir plus, écoute, dimanche, on prendra la décision de lancer définitivement ce groupe ou pas en fonction du nombre d'inscrits. Et donc, j'ai mis mon adresse mail ici, contact@albanmas.com, pour m'écrire un mail si ça t'intéresse d'en savoir plus. Voilà, j'arrête ici la promo parce que c'est pas la raison pour laquelle tu t'es connecté. Et donc, directement maintenant, l'introduction de pourquoi cet épisode. Au fond, depuis que j'accompagne des personnes en transition professionnelle ou en évolution, il y a toujours quelque chose qui revient. C'est cette impression qu'on a besoin de changer. Cette impression qu'on a en nous des choses qui vont pas et que pour être bien dans son boulot, il va falloir se changer nous-mêmes. Il va falloir changer certaines facettes de notre personnalité qui ne conviennent pas à l'univers dans lequel on travaille ou qui ne conviennent pas à la vie professionnelle tout court. Et c'est assez fréquent que j'entende, voilà, j'ai ce trait de personnalité sur lequel je travaille. J'ai cette qualité qui ne sert un peu à rien, mais j'ai ce défaut que j'essaie vraiment de combattre, etc., etc., etc. Et c'est quelque chose qui me surprend parce que s'il y a bien un truc qu'on peut pas changer, c'est notre personnalité. Et donc j'ai voulu faire cet épisode pour essayer d'apporter un regard sur, vu qu'on peut pas la changer, comment est-ce qu'on peut en tirer parti, en tirer profit? Surtout qu'en plus, ce qu'on voit comme des défauts, la plupart du temps, ce sont plutôt des ressources et des compétences. Mais je vais essayer d'expliquer ici pourquoi, au final, la vie professionnelle peut nous faire considérer que ce sont des défauts. Donc ça risque d'être un épisode un petit peu long parce qu'il y a pas mal de cas de figure que je rencontre, sur lesquels je voulais rebondir, réagir. Toujours pareil, hein, si tu écoutes cet épisode en direct, n'hésite pas aussi à commenter avec des idées
de qualités-défauts, de traits de personnalité sur lesquels ce serait intéressant de travailler sur comment on peut l'interpréter différemment. En tout cas, ce qui me paraît certain, c'est qu'on essaye de se changer nous-mêmes, on essaye de se contorsionner pour ressembler à quelque chose qui ne nous convient pas toujours, alors que dans la plupart des cas, ce qu'il faut changer, c'est plutôt le milieu dans lequel on travaille, l'environnement, le cœur de métier, le secteur d'activité, ou même, juste changer de manager ou changer d'équipe, changer de bureau, peu importe. Mais il y a une chose qu'on peut pas changer, c'est nous et c'est ce qu'on essaye de changer, et il y a une chose qu'on peut changer, c'est le cadre dans lequel on travaille et les missions sur lesquelles on travaille, et ça, pour le coup, on ne l'envisage pas parce qu'on a la trouille et on se dit: «Jamais je ne pourrai changer ma carrière». Donc je reviens pas sur pourquoi on a la trouille parce que ça fera l'objet d'autres épisodes. C'était juste de dire que je crois qu'on se trompe sur le fait qu'on peut pas changer ça et on se trompe sur le fait qu'on peut changer nous-mêmes. Voilà. Voilà pourquoi j'ai voulu faire un épisode sur ces traits de personnalité qui nous font honte, ces qualités qu'on va prendre pour des défauts, parce que c'est très fréquent et je trouve ça très dommage qu'on ne tire pas profit de ces traits de personnalité et heu et donc voilà. Heu, il y a un essayiste français qui s'appelle Antoine de Rivarol, je ne connaissais pas, mais qui a écrit qu'on a toujours les défauts de nos qualités et on a rarement les qualités faux. Voilà, si tu si tu écoutes ça en direct, je te laisse méditer avec moi cette citation-là. On a toujours les défauts de nos qualités et plus rarement les qualités de nos défauts. Eh bien, en fait, je suis pas d'accord avec lui, avec Antoine de Rivarol. Pour moi, on a justement les qualités de nos défauts et c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui. C'est ça que je veux mettre en lumière. Ce sont pas des défauts, ce sont des traits de personnalité et dans certains environnements, ça peut devenir vraiment de très, très grosses qualités. Tout est une question d'environnement. Donc, je vais sans plus tarder essayer de dérouler le propos de cet épisode, d'expliquer plus en détail, ce que je mets derrière tout ça. Juste le temps de vérifier s'il y a pas de questions, mais comme il y en a jamais, je suis tranquille. Alors par quoi on démarre? Eh bien, premièrement, je crois que il faut savoir un truc sur nos défauts, c'est qu'on adore nos défauts. On a beau les détester, en vrai, au fond, on les adore. On met tellement d'emphase sur ce que nous ne sommes pas, sur ce que nous ne serons jamais, sur ce qu'on fait mal. On adore nous fouetter en pensant à tout ce qu'on fait mal, tout ce qui est pas bon en nous. Et donc, déjà, premièrement, j'ai envie de dire, ayons conscience qu'on accorde beaucoup plus de poids à nos défauts qu'à nos qualités. On accorde beaucoup plus de poids à un feedback négatif qu'à un feedback positif. Je prends un exemple, si tu écoutes et cet épisode et que ton manager te donne, 3 feedbacks positifs, tu as bien fait cette mission, tu l'as rendue dans les temps, tu as respecté le budget et l'équipe était contente, mais, hem, je sais pas moi, mais ce serait bien d'être plus collaboratif. Et bah, tu vas retenir un seul point, probablement, c'est: «Ah zut, j'ai pas été collaboratif, mince» et cetera et cetera. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça et je ne peux pas le prouver parce que j'ai pas les études pour, comme souvent, je manque un petit peu de références. Mais ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on valorise au moins 5 fois plus, le feedback négatif que positif et pareil pour nos défauts. Donc ayons conscience de ça, parce qu'on est super dur envers nous-mêmes et on a ce biais-là naturel qui consiste à regarder, à grossir énormément, en fait, ce qui nous déplaît en nous et à devenir complètement aveugle sur ce qu'on sait faire de bien. Donc déjà, ayons conscience de ce biais, c'est humain, c'est normal et ayons conscience aussi de ça quand on fait un feedback à quelqu'un. Parce que partons du principe que quand on fera un feedback négatif, il va rester 5 fois plus longtemps imprégné, il va être 5 fois plus violent à encaisser ou 5 fois plus dur à digérer que les qualités et que les feedbacks positifs. Donc ayons conscience de ça, c'était mon premier point. 2e point que j'avais envie de partager ici, c'est que assez souvent, en tout cas je me rends compte quand j'accompagne, en bilan de compétences, en coaching ou un autre placement, la plupart des gens, et je me mets dedans, on a tendance à essayer de se niveler par rapport à ce qui devrait être. Je vais essayer d'expliquer. En gros, je suis trop ci ou trop ça. Je ne suis pas au niveau sur ci et ça. Il y a des points sur lesquels je me débrouille bien, mais il y a des points sur lesquels je ne suis pas au niveau. Et ça, c'est vrai, on a besoin de se niveler, on a besoin de progresser, tout le temps.
mais c'est pas l'objet en termes d'orientation. Le besoin de se niveler, de progresser, de s'améliorer et cetera, de 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 développer nos parts d'ombre, de sortir de notre zone de confort et cetera, c'est bien pour un point de fin d'année avec notre manager quand, elle ou il va nous dire: «Voilà, cette année, tu as fait tout ça très bien, mais tu peux progresser sur tel et tel point». Parce qu'il y a une fiche de poste. On a un job. Pour faire ce job, on a besoin de venir valider telle compétence et assez naturellement, on n'est pas parfait, surtout quand on démarre un boulot. Et donc, on va devoir combler le fossé entre les attentes du job et nos compétences. Donc, c'est complètement normal d'avoir du feedback négatif, des axes d'amélioration. C'est ce qui va nous permettre d'avancer. Sauf qu'en bilan de compétences, en accompagnement, en recherche d'évolution, quand on cherche le job parfait, mais ça sert à rien de voir nos axes d'amélioration. On s'en fout complètement. Parce que l'enjeu, c'est de construire la carrière idéale. Et la carrière idéale, elle est basée sur ce que l'on a intrinsèquement en nous. Le job idéal, c'est ce qu'on fait naturellement, c'est de ce dans quoi on est bon. Et la vie va se charger de nous faire faire des trucs dans lesquels on n'est pas doué. Mais si dès le départ, dans le brief initial de ce qu'on veut faire, on intègre des choses dans lesquelles on n'est pas doué, mais ça va être compliqué. On est là ici, sur ce podcast, et quand on cherche sa voie et quand on cherche à faire les bons choix pro, on cherche à designer le boulot idéal. Alors, je ne veux pas lancer le débat, est-ce que ça existe? On en a déjà parlé d'ailleurs. Mais je voudrais juste dire que c'est complètement caduc et inutile de s'intéresser à nos défauts dans cette réflexion de recherche d'un boulot dans lequel on va être payé à être heureux, payé à donner ce qu'on a de meilleur. C'est différent de chercher ce qu'on a de meilleur que de chercher les trucs dans lesquels on est nul et où en travaillant comme des fous, on va passer de la nullité à la médiocrité. Et puis au max du max, on arrivera à la moyenne. Donc on s'en fout complètement, c'est pas du tout l'objet. Donc mon deuxième point ici, c'est de dire: arrêtons de nous cramponner à ce qu'on fait mal. Chaque qualité, enfin chaque, trait de personnalité, chaque qualité a un opposé. C'est-à-dire que si quelqu'un est très organisé, bah, il risque ou elle risque d'être très peu spontané. Si quelqu'un est très, très spontané, bah, forcément ça va être peu organisé. On peut pas être à la fois extrêmement créatif et extrêmement rigoureux. Donc au fond, il y a toujours cette balance-là dans la vie. Soit on est un peu tiède, c'est-à-dire je sais pas, un peu extraverti, un peu introverti, un peu des 2. Bon, bah, du coup, ça ne te définit pas. C'est OK, je suis au milieu. Soit je vais être beaucoup l'un et si je suis beaucoup l'un, mais je ne serai pas du tout l'autre. Si je suis extrêmement rigoureux, je pourrais pas être extrêmement créatif, c'est pas possible, puisque ce sont des opposés, en fait. Enfin, je sais pas si j'ai choisi les bons opposés, mais l'idée est là et donc c'est de se dire: «Arrêtons de nous cramponner à ces défauts». On est là pour chercher et designer des carrières idéales pour nous. Donc c'est pas en regardant ce qu'on veut plus faire, c'est pas en regardant ce dans quoi on n'est pas bon qu'on va y arriver. C'est en regardant où est notre potentiel, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on fait bien. Et d'ailleurs, juste pour conclure ce deuxième point, très fréquemment, j'entends, «Voilà, je ne sais pas où je vais, mais je sais où je ne veux plus aller». D'accord, mais on s'en fout. Pardon, mais ça ne te sert à rien de savoir ce dont tu veux plus. En tout cas, c'est ce que je crois. Hem, Savoir, ce que tu n'aimes pas, c'est bien, mais ça ne te fera pas avancer. L'enjeu, c'est de savoir ce que tu aimes et ce vers quoi tu peux aller. Donc, comment on peut faire? Quand on est juste en mesure de dire: «Voilà ce dont je ne veux plus», parce que je suis bien conscient que parfois c'est la seule chose qu'on peut faire, très souvent d'ailleurs, hein. On sait ce qu'on veut plus, mais on sait pas du tout ce qu'on veut. Bah, c'est de tourner ça. «Je ne veux plus du tout de management». Bon, OK. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça t'invite? Ah, bah, ça m'invite à en fait, si ça m'invite à du management transversal, où j'aurais pas la responsabilité hiérarchique des gens. Ah OK, là, ça devient exploitable. Je ne veux plus travailler seul. OK, à quoi ça t'invite? Ah, ça m'invite à 3 petits points. Donc voilà, on n'est pas encore dans le vif du sujet, mais c'était un deuxième point que je voulais, partager, qui est que, premièrement, donc on adore nos défauts, on les valorise beaucoup trop et deuxièmement, il faut différencier le nivellement par rapport à une fiche de poste, sur lequel on sera jamais complètement au niveau, sinon c'est qu'il est temps d'évoluer, versus le design, la création d'une carrière idéale. Dans le premier cas, c'est intéressant de regarder nos axes d'amélioration. Dans le deuxième cas, c'est à la fois inutile, démoralisant et paralysant, je pense. Troisième point que je voulais, évoquer, c'est que
et au fond, c'est le cœur de cet épisode. C'est que il y a des traits de personnalité qui sont plus ou moins valorisés dans notre société occidentale ou du moins en France. Il y a des traits de personnalité qui sont politiquement corrects. Il y a des traits de personnalité qui sont pas très politiquement corrects, qui sont, qu'il vaut mieux ne pas avoir entre guillemets si on veut être, reconnu, si on veut se sentir complètement à sa place, par exemple dans le monde de l'entreprise. Et ça, c'est comme ça. Mais il y a des grandes modes, en fait, et je pense que tout ça, ça évolue d'ailleurs, hein, d'une décennie à l'autre, d'un siècle à l'autre. Mais ça veut dire que il faut faire attention de bien dissocier les modes des besoins du monde. Et j'ai fait une petite liste que je vais partager juste après. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des milieux et des époques, mais surtout pour notre époque, il y a des milieux dans lesquels certains traits de personnalité vont être vus comme des qualités, et dans un autre milieu, ce trait de personnalité va être vu comme un défaut, voire même comme une faute professionnelle. C'est un peu la métaphore ou la citation ou l'image qu'on voit souvent dans les trucs de coaching où, vous avez il y a on voit une fleur, dans un pot et on se dit: «Quand la fleur ne pousse pas, on ne coupe pas la fleur, on change son pot. On change l'endroit où on l'a plantée, on change la terre, on change les conditions, plutôt que de couper la fleur». Mais là, on est en plein dedans. Il y a des traits de personnalité qui ne pourront pas s'exprimer, pardon pour les bruits de fond. Il y a des traits de personnalité qui pourront pas s'exprimer dans certains environnements, d'autres traits qui pourront s'exprimer dans tel excusez-moi, il y a du bruit autour, donc ça me déconcentre un petit peu. Je prends 2 exemples comme ça, juste vite fait pour illustrer ça. Négocier un salaire. La capacité à négocier un salaire, tout le monde ne l'a pas. Il y a des personnes qui sont très douées pour ça, qui négocient tout, tout le temps. Eh bien, dans un environnement, par exemple, de vente et en entretien d'embauche, ne pas négocier son salaire, c'est presque vu comme, un aveu de pas d'incompétence, ce serait trop, mais, de c'est presque une faute professionnelle, quoi. Le boulot va consister, entre autres, à négocier. Donc quelqu'un qui n'est pas capable de négocier un truc en entretien ou de parler du chiffre d'affaires qu'il a développé ou autre, ça arrive très souvent, mais ça reste quand même plutôt mal perçu. Parce qu'on est là dans des boulots où il y aura de la négo. Maintenant, si on transpose ça, ce tempérament un peu, combatif qui veut négocier, un salaire ou autre, on le transpose ça, par exemple, je sais pas, dans l'univers du social ou, je sais pas, d'un ESAT, qui va faire une structure d'insertion, pour des personnes, par exemple, en situation de handicap. Mais il est hors de question de négocier quoi que ce soit, c'est pas l'esprit et ce serait très mal vu, ce serait une faute de négocier. Un autre exemple, ce serait par exemple, l'inflexibilité. Quelqu'un d'inflexible, c'est plutôt mal vu partout. Quelqu'un qui est complètement rigide, qui va jamais, jamais se laisser influencer. C'est genre, inflexibilité totale. Et c'est très mal vu dans la plupart des milieux professionnels où on a besoin de souplesse et d'arrondir les angles et d'être un petit peu politique et cetera et cetera. Mais n'empêche que, par exemple, dans le contrôle, ou dans le journalisme d'investigation et plein d'autres exemples, et ben ce serait une faute professionnelle d'être, flexible, conciliant, hem, donc voilà, c'est juste pour illustrer à quel point, en fonction d'un milieu, en fonction d'un environnement, il y a des traits de personnalité qui sont plus ou moins souhaitables, plus ou moins acceptés et d'autres qui sont plus ou moins à bannir, plus ou moins, hem, mal vus en gros. Et puis il y a le monde de l'entreprise au global. Et j'ai fait une petite liste ici pour essayer d'illustrer à quel point le monde de l'entreprise est codifié et à quel point certaines compétences, certains traits de personnalité qui sont des forces, sont mal perçus ou mal valorisés en entreprise. Et donc je fais cette liste parce que si tu te retrouves là-dedans, eh bien, tu vas pouvoir tirer parti de ces traits de personnalité qui peut-être jusqu'ici pour toi étaient considérés comme, des tares ou des problèmes. Alors qu'au fond, une partie de ton potentiel se situe dans ce trait de personnalité. Surtout s'il est très développé, comme je le disais un petit peu avant, où au fond, on peut être soit un peu, tiède, soit très, très, hem, enfin un trait de personnalité peut être un petit peu marqué, dans ce cas-là, il y a pas de sujet, mais il peut être aussi très marqué et dans ce cas-là, c'est hyper structurant pour toi dans tes réflexions pro et dans ton évolution. Et je sais qu'il y a du bruit de fond, aujourd'hui, alors j'espère que c'est pas trop désagréable à entendre et à écouter. Hem
Premier exemple, il vaut mieux aujourd'hui en entreprise être solide, un peu impassible, et cetera. Je vais tout mettre au masculin, hein. On parle de traits de personnalité, donc j'ai pas envie de rentrer dans le débat de tout, mettre avec des E partout, ça va être une galère sans nom. Donc, je parle de traits de personnalité, un trait de personnalité, donc masculin. Le trait de personnalité solide est beaucoup plus, valorisé aujourd'hui que la sensibilité ou que la vulnérabilité en entreprise. Deuxième exemple, le jusqu'au boutisme est bien plus valorisé que la volatilité. Alors ici, ce que je veux dire, c'est des gens qui vont pas au bout de leur projet, qui ont plein d'idées, mais qui vont jamais au bout de leurs idées. Si tu es comme ça, il est probable que tu complexes un petit peu, que tu te dises: «Oh là là, je vais pas au bout de mes trucs, je n'exécute pas bien mes idées, je» voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en entreprise, en général, on valorise beaucoup plus les personnes qui vont jusqu'au bout de leur projet, qui aiment bien exécuter proprement un projet, plutôt que de le concevoir et puis après, bah, advienne que pourra. Autre exemple, celui-là, je pense que c'est un grand classique. On a tendance à plutôt valoriser les personnes qui sont auto-motivées, qui se motivent toutes seules, plutôt que les personnes qui procrastinent. Mais les 2 sont OK et on va y revenir, hein, je vais aller dans le détail sur cela après. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'on valorise beaucoup plus quelqu'un qui se motive tout seul, c'est beaucoup plus stylé que quelqu'un qui dirait: «Voilà, moi, je procrastine», quoi. Heureusement, Orelsan est là pour nous, éveiller sur tout ça, je suis en train de regarder la super série sur, Orelsan qui est juste trop bien et qui fait du bien par rapport à ces traits de personnalité-là. Hem, Autre exemple, il vaut bien mieux aujourd'hui, en entreprise en France, avoir un tempérament passionné que indifférent. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui te passionne? Bah, je sais pas. C'est quoi tes combats dans la vie? Ben, je sais pas, tout me plaît. Heu Non, mais tu as bien une passion. Non, non et on complexe comme des malades de pas avoir de passion. En tout cas, toutes les personnes, que je peux croiser ou accompagner qui se retrouvent dans ce côté un peu indifférent, tout est OK, complexent énormément, voient ça vraiment comme un défaut de pas être passionné et c'est un petit clin d'œil aussi pour, voilà, pour vous toutes, vous tous que j'ai pu, accompagner, qui m'avaient parlé de ce point-là, de la passion. Bah, c'est l'occasion d'en parler ici au micro et on ira dans le détail aussi sur celui-là. Autre exemple, orienté action. Carrément plus valorisé que d'être orienté réflexion. On aime bien les décideurs, comme on dit. On aime bien les fonceuses, on aime bien les gens qui agissent, ceux qui délivrent, c'est le gros mot c'est le mot un peu à la mode, délivrer, avoir du résultat, focus résultat et cetera. Quelqu'un qui dit: «Ah non, moi je j'aime pas trop le résultat, j'aime bien plutôt la réflexion». C'est pas la grande classe. Donc on peut avoir tendance à voir ça comme un défaut. C'est pas du tout le cas évidemment, mais et puis tout ce que je dis là, c'est un peu arbitraire, hein. N'hésite pas si tu écoutes et que tu ne partages pas mon impression sur un trait de personnalité ou un autre, n'hésite pas à commenter, quel que soit le média, ça m'intéressera. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'en entreprise, clairement, on valorise beaucoup plus l'action que la réflexion. Un grand classique aussi, c'est l'extraversion, mieux que l'introversion, évidemment. J'ai un C'est pas pour raconter ma vie, mais j'ai des enfants et dans le lot, il y en a un qui est très introverti et on a déjà eu un rendez-vous avec la maîtresse pour essayer de lutter contre cette introversion qui est un problème évidemment. Alors que pas du tout, c'est un potentiel. Mais bon, la maîtresse est très inquiète et c'est pareil en entreprise. Et enfin, je dis en entreprise, mais ça peut être en association, dans une structure publique ou ailleurs, hein, c'est dans le monde du travail, on va dire. Hem, un autre exemple encore, avant-gardiste, bien plus stylé que conservateur, surtout sur toutes les questions sociétales, l'inclusion, le droit des femmes, le droit du machin. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une politique, puis oui, y compris sur le business, hein, mais surtout sur les questions sociétales, quelqu'un qui a un avis conservateur est forcément un ennemi. C'est forcément quelqu'un qui a un problème, qui a une tare, qui ne vit pas avec son temps. Alors que pas du tout. C'est un potentiel aussi, on a besoin d'autant de conservateurs que d'avant-gardistes. Hem et donc ça aussi, ça peut être vu comme un défaut, alors que pas du tout. Autre exemple, hem, leader est mieux perçu que suiveur. Mais oui et je veux dire, il y a pas 100 de leaders dans le monde. Je sais pas quelles sont les stats, mais comment on fait quand on n'est pas leader, on est foutu? Bah non. Non, c'est juste, encore une fois, que c'est pas valorisé et pourtant quel potentiel dans des
des postes de numéro 1 bis, des personnes qui aiment bien être dans l'ombre mais qui savent délivrer, et cetera, et peut-être que j'aurai le temps d'y revenir tout à l'heure. En tout cas, clairement aujourd'hui dans le monde du travail en France, on valorise beaucoup plus le leadership que le followship, j'ai envie de dire, et c'est bien dommage. Et c'est dommage parce qu'au fond, encore une fois, au lieu de se dire: «Ah bah tiens, moi j'adore suivre, je suis un bon suiveur, je suis un bon numéro 2, et cetera», on essaye, malgré nous, de ressembler de plus en plus à des leaders. Mais ce qui est complètement absurde, on ne pourra pas, c'est pas notre potentiel, c'est pas notre trajectoire, c'est pas ce qu'on a à offrir au monde. Donc c'est un énorme gâchis de temps et d'énergie, à mon sens. Autre exemple, combatif versus conciliant. Aujourd'hui, on adore les combats. Quand tu regardes LinkedIn, les posts qui marchent, c'est des posts de combattants, de combattantes. «Ah là là, je voulais développer ma boîte, mais on me met des bâtons dans les roues. Ah, il y a tel truc, j'ai vaincu telle maladie, j'ai vaincu tel truc». On adore les combattants. On déteste les mollassons, les gens qui sont flexibles, qui sont machin, et pourtant, mais c'est pas du tout d'être mollasson, c'est pas du tout d'être, enfin voilà, c'est pas parce qu'on ne combat pas qu'il y a pas de puissance dans ce qu'on fait, au contraire. On peut être conciliant ou conciliante et changer le monde. Mais vu qu'aujourd'hui le mot à la mode, c'est plutôt d'être combatif, eh bien, si on n'est pas combatif, eh bien, on va se sentir complètement nul, à tort. Je continue ma petite liste, hein, je me suis bien amusé à lister plein de petites choses comme ça, mais n'hésitez pas à commenter ou à rajouter des idées. Heu, OK, je vois des commentaires, mais qui sont pas liés au podcast, c'est plutôt des pubs, on dirait. Optimiste, mieux que pessimiste, ça c'est aussi, je pense que ça c'est au-delà du monde du travail, hein. Quand on n'est pas, quand on est, pessimiste, c'est pas facile à vivre, et pourtant c'est aussi une qualité et c'est aussi un potentiel, ça apporte aussi plein de choses. Coopératif, mieux que indépendant. Là je vais vous raconter un peu ma vie, mais moi j'ai beaucoup de mal à travailler en équipe depuis toujours, et c'est super dur à vivre. Bon, bah, jusqu'à trouver des idées de boulot où on a besoin de moins travailler en équipe, et cetera. Mais encore une fois, aujourd'hui, quand on n'est pas coopératif, beh, on se sent vite un peu nul, on se sent vite un peu à côté de la plaque. On se dit: «Zut, il faudrait que je sois plus collaboratif, plus coopératif». Mais non, peut-être que ton potentiel, encore une fois, est tout simplement ailleurs. Autre grand classique, rigoureux versus approximatif. Tout à l'heure, j'ai opposé la rigueur à la créativité et je crois que c'était une erreur parce qu'on parle de sujets un petit peu différents. Mais au fond, je crois qu'on peut opposer la rigueur et l'approximation. Bah, aujourd'hui, c'est clair que dans le monde du travail, si tu fais un entretien et que tu dis: «Moi, j'ai un tempérament très approximatif», c'est-à-dire que tu es pas rigoureux, exactement, je suis l'inverse de la rigueur. Mais c'est hyper chaud, c'est pas du tout acceptable, dans le monde du travail aujourd'hui, et pourtant, il va y avoir plus ou moins 50 des gens qui vont être rigoureux et 50 qui vont être approximatifs. Donc qu'est-ce qu'on fait des gens approximatifs? Donc moi, je suis de ce lot-là. Jamais je pourrais faire un fichier sans faute. C'est un fichier Excel sans erreur, c'est pas possible. Mais ça veut dire quoi? On est fichu, tant pis, on a une carrière pourrie et puis voilà. Mais non, évidemment non. Mais déjà, prenons-en conscience que si on n'est pas rigoureux, c'est qu'on a autre chose, c'est qu'on a l'inverse de la rigueur comme potentiel que les rigoureux n'auront jamais. Hem, Allez, un dernier exemple pour, clôturer cette petite liste-là, ambitieux, mieux que désintéressé. Bah, voilà, alors celui-là est peut-être un petit peu plus mitigé, parce que je crois que l'ambition n'est pas forcément si valorisée en France. Mais quand même, c'est clair que quand quand on demande à quelqu'un, si enfin voilà, on a tendance quand même à plutôt valoriser l'ambition. Moi, je veux bien quand j'accompagne des gens qui au fond ne s'estiment pas ambitieux et qui sont contents, heu, de façon assez désintéressée, notamment sur leur évolution ou autre, bah, c'est parfois difficile à défendre dans leur environnement ou dans leur carrière. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, même si je pense que c'est un petit peu moins vrai sur ce trait de personnalité. Mais sans doute quand même qu'il vaut mieux être aujourd'hui plutôt ambitieux que non ambitieux, c'est-à-dire peut-être désintéressé. On pourrait encore rallonger cette liste pendant, on pourrait rajouter au moins 20 ou 30 items, j'en suis sûr. Mais je m'arrête là, c'était juste pour illustrer, hem, à quel point il y a une sorte de définition standard sur ce que c'est qu'une personnalité standard, qu'un tempéra enfin que qu'un
oui, qu'une personne normale, en tout cas dans le monde du travail, une personne normale, elle doit être organisée, rigoureuse, et cetera, et cetera. Et comment on fait quand on coche aucune de ces cases? Bah, on se sent nul. Et ce qu'on fait encore une fois, c'est qu'on essaye peu à peu et on sort les rames pour venir cocher ces cases tant bien que mal, mais on ne pourra jamais les cocher. Ce n'est pas nous, notre potentiel est ailleurs. Et comme je me répète un petit peu, je vais, essayer de développer quelques points précis. Heu, j'ai retenu les 4 premiers parce que ce sont les plus bloquants et les plus fréquents que j'ai pu rencontrer dans mes accompagnements jusqu'ici. On parle d'hypersensibilité, de profil, HP, zèbre, hypersensible, et cetera. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est pas du déjà j'y connais rien et puis en plus, c'est quelque chose qui me voilà, qui me touche un petit peu moins. Mais je parle ici de sensibilité tout court, pas forcément d'hypersensibilité, quoique, encore on pourrait, parler des 2. Heu, oui, pour ceux qui sont seulement en replay en audio, le premier point que je vais développer, c'est solide versus sensible ou vulnérable. Comment on fait? Quel potentiel on a quand on est vulnérable plus que solide? Quand on est sensible plutôt que, solide? Bien déjà, c'est de se dire que la vulnérabilité, c'est la conséquence d'une qualité poussée à l'excès. La sensibilité, poussée à l'excès, peut devenir une forme de vulnérabilité. Mais n'allons pas jusque-là, gardons la qualité pour ce qu'elle était, la sensibilité. C'est clair que dans l'environnement dans le monde du travail en général, il n'y a pas beaucoup de place pour la sensibilité. Et d'ailleurs, c'est un point qui revient souvent dans les tests de personnalité. Il y a des personnes qui ressortent comme avec une certaine distance émotionnelle, plutôt qu'une sensibilité émotionnelle. Et quand je les questionne sur: «Ah oui, tu as vraiment ce trait de caractère-là, toi? Tu as un trait de caractère avec une distance émotionnelle?» On me dit: «Non, non, 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 c'est pas trop ça. C'est plutôt que j'ai dû apprendre à me protéger et donc j'ai dû créer une distance». «Ah oui, donc ça veut dire que tu n'es pas intrinsèquement comme ça?» «Non, non, non, moi, au fond, je suis sensible, mais j'ai pas je peux pas le c'est pas possible dans mon boulot de montrer ça, donc j'ai appris à mettre, entre guillemets, «une barrière» entre mon boulot et moi, et cetera. Mais quel dommage! Quel dommage! Ça veut juste dire qu'il faut que tu changes là de personne avec qui tu bosses. Au fond de toi, ce que tu as à offrir, c'est ta sensibilité. Ne mets pas un couvercle, sur cette sensibilité qui est justement ta richesse et ta force. Donc déjà ici, je t'inviterais, si tu te retrouves dans ce trait de caractère-là, de sensibilité, que tu te sens un peu mal parce que trop sensible, je t'inviterais déjà à, encore une fois, à arrêter de voir ça comme un défaut et à partir du principe que c'est plutôt une question de milieu et d'environnement et de secteur et de personnes avec qui tu travailles plutôt que de traits de personnalité. Je vais te prendre quelques exemples d'environnements dans lesquels l'insensibilité est un défaut impardonnable. Dans tous les milieux artistiques, imagine une seconde, quelqu'un qui gravite dans un environnement, artistique et qui serait insensible. Ce serait littéralement une faute professionnelle. C'est pas possible, c'est même pas envisageable. Tous les métiers dits humains, on peut pas accompagner en coaching, on peut pas accompagner en formation, on peut pas accompagner en thérapie, on peut pas accompagner en je ne sais quoi, que si on n'est pas sensible. Ce serait une faute professionnelle. Il y a plein de milieux comme ça, plein d'environnements dans lesquels la sensibilité est est non seulement valorisée, mais souhaitable et même, indispensable, quoi. Et ou le contraire de cette sensibilité qui serait du coup de l'insensibilité, mais ce serait hyper grave. Les gens, ils tiendraient pas 3 jours dans ces boulots s'ils étaient insensibles. Et donc rééquilibrons un petit peu les choses. Moi, je me souviens d'un manager qui, voilà, si, il se reconnaîtra peut-être, et dans ce cas-là, petit clin d'œil à toi si tu m'entends, qui, qui dirige, des grosses équipes dans un bureau d'études, dans le nucléaire et heu et qui est un gars hyper sensible et qui est un super manager et qui a toujours caché à ses équipes cette sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a le jour, avec ce qu'on peut voir de lui, quelqu'un hyper solide, qui défend ses gars et ses équipes et tout. Et puis le soir, chez lui, un gars, une, une vraie éponge émotionnelle, hyper sensible.
Heu et en fait, en travaillant tous les 2, bah, on s'est rendu compte que non, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'il peut trouver un environnement de travail dans lequel il peut à la fois être un super manager, mais où il a le droit de rire, de pleurer, de hurler, d'exprimer sa sensibilité émotionnelle au boulot. Et donc on a identifié des secteurs, on s'est dit: «Bah, dans l'univers du sport, il y a ça». Parce que tu n'imagines pas une seconde, des gens qui bossent, dans du sport à très haut niveau, parce que c'est un passionné de sport à haut niveau, tu pas une seconde un entraîneur qui verse pas sa larme de joie, quand on gagne un match. Et toutes les équipes qui sont derrière, c'est des gens qui ont cette sensibilité-là dans voilà, qui vont être, certes managers, mais qui vont passer du rire aux larmes, qui vont avoir cette force, là de il y a un truc quoi, on est en dehors des clous en fait. Heu et il y a même une forme de vulnérabilité dans ces personnes-là. Donc on a identifié le milieu du sport, on a identifié le milieu, aussi pourquoi pas du cinéma, et cetera et cetera. Bon je passe, mais l'idée ici c'est de se dire: «Mais si tu as ce trait de personnalité, si toi tu es sensible, comment tu peux tirer profit de ça? Et comment tu peux mélanger ce que tu sais déjà faire avec un environnement où il y a plus de personnes qui elles-mêmes sont sensibles ou alors en tout cas la sensibilité est acceptée et même si possible valorisée?» Je fais une petite pause parce que, j'ai un vrai moulin à paroles. 2e trait de personnalité sur lequel je voulais aller plus en détail, c'est jusqu'au boutiste versus volatile. Je crois que c'est un peu raté, ma façon de nommer tout ça, mais au fond, c'est quoi? C'est est-ce que je vais au bout de mes projets? Est-ce que je suis fort ou forte pour exécuter des choses dans le détail, en temps voulu, dans le budget nommé, enfin dans le budget prévu et pour que le projet soit mené à bien? Ou est-ce que en gros, je suis l'inverse, c'est-à-dire que une fois que j'ai pensé à mon truc, c'est comme s'il était fait, mais alors je suis incapable de l'exécuter. Dans ma tête, c'était un truc de fou avec, heu, voilà, il y avait un tel qui faisait ci, il y avait telle équipe qui faisait ça, il y avait tel truc génial qui allait se passer. Puis en fait, dans la concrétisation, c'est tout pourri, voire même ça se concrétise pas. Je Il y a un énorme décalage entre ce que j'imagine, ce que je veux faire et ce que j'ai pondu, quoi. Voire même, j'ai eu 20 idées et au fond, je n'en ai fait aucune. Heu, voilà, j'ai des idées sur tout, j'ai des idées tout le temps, mais j'ai surtout des idées. Eh bien, si tu te retrouves là-dedans, si tu es, l'inverse d'un jusqu'au-boutiste ou l'inverse d'une jusqu'au-boutiste, c'est-à-dire si toi, quand tu as commencé un projet, au lieu de le faire, tu l'arrêtes pour en démarrer un autre, je t'invite à considérer une chose, c'est qu'il existe autant de personnes de l'autre côté de la barrière qui complexent de ne pas avoir d'idées. Ça veut dire que et je le vois en accompagnement, il y a une personne sur 2 dans ce genre de cas de figure qui me dit l'inverse de ce que toi tu ressens. Qui me dit: «Alors moi, j'adore quand on me dit ce que je dois faire et je le fais nickel, mais en revanche, ma hantise, c'est quand on me dit: "Qu'est-ce que tu veux faire?" Ou quand on donne une page blanche en disant: "Vas-y, décide d'un truc." Et là, tout s'effondre et je me sens super nul parce que j'ai aucune idée. J'ai besoin qu'on me donne l'impulsion et je me sens super nul de ça et j'ai honte de ça. Donc en fait, l'absurdité de la situation, c'est que vous avez tous les 2 honte d'un truc qui n'est pas du tout honteux. Les uns vont culpabiliser de ne pas avoir d'idées, les autres vont culpabiliser de ne pas savoir exécuter ces idées ou de mal les exécuter et c'est absurde. L'enjeu ici, c'est de se dire: «Attends, OK, tu vas jamais au bout d'un projet, pourquoi? Pourquoi tu vas jamais au bout d'un projet?» Eh bien, je crois que enfin, ce que j'observe souvent, j'ai l'impression que au moment où je devrais réaliser ce projet, bah, l'ennui, c'est que j'ai une nouvelle idée qui est encore mieux. Ah bon? Mais est-ce que ta compétence, ce serait pas d'avoir des idées tout court et de laisser aux autres le soin de de d'exécuter et de transformer ces idées? Tu vois l'idée? En gros de de, d'accepter qu'en fait, il y a des gens qui sont complets, donc on va les mettre au milieu. Ils sont pas trop mauvais pour avoir des idées et pas trop mauvais pour les exécuter. Mais il y a des gens qui sont bien meilleurs que ces gens-là qui sont un peu au final, ils sont un peu au milieu. Il y a des gens qui ont plein, plein, plein d'idées et ils sont tellement forts à avoir des idées qu'il y a plus de place pour la réalisation. Tout leur potentiel est dans l'idéation. Et il y en a d'autres qui sont tellement forts pour concrétiser les idées qu'il y a plus de place pour en avoir. Parce qu'en fait, on est sur des niveaux, en fait, donc soit tu es au milieu,
Soit tu as beaucoup l'un et beaucoup l'autre et tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir beaucoup l'un et beaucoup l'autre. Ça, c'est pas possible. C'est comme une balançoire là, en balancier. Et donc voilà, je t'invite, si tu te retrouves dans cette histoire de volatilité, de jamais aller au bout de tes projets, je t'invite à considérer des boulots dans lesquels tu es payé à avoir des idées et non pas à les concrétiser. Ou alors à travailler en équipe, en binôme. Une personne qui inspire, ça c'est toi, et une personne qui transforme, qui réalise, qui exécute, qui donne vie. Et ça, c'est l'autre. Mais ça peut être des boulots de conseil, des boulots où en fait tu es payé à avoir des idées tout simplement, et ça existe. Il y en a plein. Voilà, je vais essayer de pas non plus passer 3 heures pour chaque exemple, mais voilà comment tu peux voir les choses. Autre exemple dans lequel je voulais aller en détail, profil motivé plutôt que profil procrastinateur. Encore une fois, quand on procrastine, on se sent pas hyper bien en général. On se sent un petit peu nul. Et aujourd'hui, le développement personnel nous invite à arrêter la procrastination. Il y a plein de bouquins sur comment est-ce que je peux arrêter, comment est-ce que je peux être quelqu'un qui avance, qui délivre les morning routines et tout ce truc-là. Pour moi, tout ça, c'est bien joli, mais ça consiste encore une fois à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Je veux dire, si tu procrastines, c'est que tu as quelque chose en toi qui est bien et qui fait que tu procrastines. La procrastination, une fois de plus, c'est l'excès de cette qualité que tu as. Et cette qualité, c'est quoi? Ben, je sais pas, en fait. Faut que je réfléchisse là parce que je me suis pas, j'ai pas pré-réfléchi, tiens. Mais je crois que cette qualité, au fond, ça pourrait être de se laisser motiver par d'autres. Ça rejoindrait peut-être un peu le côté, suivre l'impulsion d'un autre. Hem, voilà, il y a des tests qui sont assez intéressants qui montrent si qu'on va être plus ou moins capable de s'auto-motiver. Il y a des personnes qui sont capables de s'auto-motiver, d'autres personnes qui sont capables de prendre la motivation des autres et de se mettre la pression grâce à ça. Moi, c'est mon cas, par exemple. S'il y a personne qui me regarde, ben je vais jamais rien faire. Et c'est pas pour autant que j'ai besoin d'avoir une pression. J'ai juste besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui regarde, quelqu'un d'autre qui me demande où j'en suis, et cetera. Et donc, c'est pas un défaut, c'est juste un mode de fonctionnement. Donc, si tu as tendance à procrastiner, peut-être que ça peut vouloir dire 2 choses au fond, 2 qualités. La première, c'est peut-être que tu aimes bien faire les choses dans l'urgence, peut-être que tu aimes bien le live. Si ce podcast est en live, c'est pas pour rien. C'est parce que moi, j'arrivais pas à organiser les choses en amont et que ça marche beaucoup mieux depuis que c'est du direct, avec tous les aléas que ça peut comporter. Il y a des gens que ça ferait flipper un maximum de faire du direct. Moi, ce qui me fait flipper un maximum, c'est de préparer un épisode. Donc, peut-être que si tu procrastines, c'est tout simplement que tu préfères travailler dans l'instant, dans des projets ou sur des sujets où il y a pas besoin d'organisation et que du coup, ce que tu veux, toi, c'est pouvoir travailler par à-coups, délivrer un gros coup de rush, à un instant T, puis après plus rien. Ça peut vouloir dire ça et ça peut pourquoi pas aussi vouloir dire, eh bien, qu'en fait, tu es capable de te motiver sur l'impulsion de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un te demande de faire quelque chose ou te demande du résultat, tu vas aller te démener parce que cette personne te l'a demandé et ça, c'est une qualité. C'est une qualité aussi. Donc je t'invite, si tu te sens que tu procrastines, pourquoi pas essayer de vérifier qu'il y a toujours quelqu'un qui te fait avancer. Là, en ce moment, je travaille avec quelqu'un qui envisage de reprendre une franchise. Enfin, j'accompagne quelqu'un qui envisage d'être franchisé et c'est bien parce que s'il monte sa boîte, il n'aura pas ce quelqu'un ou ce quelque chose qui le pousse à se motiver. Toutes ses compétences sont là, mais la seule chose dont il a besoin, c'est que quelqu'un lui demande un peu des comptes, regarde un peu dans ses comptes, vérifie un petit peu où il en est, et cetera. Et donc, il a besoin du franchiseur pour aller se motiver. Mais pourtant, il a toutes les compétences pour le faire en solo. Mais il y a besoin de ça. Et c'est un potentiel. Bon, on pourrait sans doute l'interpréter bien autrement aussi, hein, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète, ce côté procrastination, quoi. Encore une fois, comment est-ce que je peux aller chercher de l'aide pour me motiver? Des gens qui regardent ce que je fais, qui m'aident à me motiver ou qui me demandent des comptes. Et puis aussi, est-ce que j'ai pas tout simplement une appétence pour travailler dans l'urgence, par à-coups? Auquel cas, c'est plutôt des boulots dans lesquels d'un seul coup, je vais faire une grosse charge de travail, puis après, je vais plus rien faire pendant quelques semaines ou quelques heures ou quelques jours. Puis après, ça va repartir à fond, et puis après, plus rien. Voilà. Un peu comme ce podcast, encore une fois, que tu écoutes. Il se passe rien pendant une semaine, puis une demi-heure avant les épisodes, hop, je me réveille, et là, c'est parti. Bref. Dernier,
dernier trait de personnalité sur lequel je voulais aller en détail, c'était, passionné versus indifférent. Parce que je crois que celui-là, c'est le plus important de tous. C'est celui sur lequel il y a plus d'écueils, de culpabilité, et cetera. On vit vraiment dans un monde où quand tu as pas de passion, c'est chaud. C'est chaud à l'apéro parce que tu sais pas, forcément quoi dire quand on dit: «C'est quoi pour toi le après quoi tu cours? C'est quoi ton combat?» et tout ça. Ici, j'ai envie de dire, si tu sens que tu es plutôt indifférente ou indifférent, si tout te va et que tu sens que tu pourrais être bien partout, et bien c'est un potentiel aussi. Ça veut dire que tu as sans doute un profil plutôt généraliste, tout simplement. Il faut savoir que les 3 quarts des gens sont généralistes. Donc déjà des passionnés, c'est moins de 25 de la population. Et c'est un petit peu comme dans un couple, il y a des couples passionnés, passionnels, et puis il y a des couples, je ne sais pas quel serait le mot, mais j'aurais envie de dire, qui vivent pas de passion. Et l'immense majorité des couples ne vivent pas de passion. Je veux dire au sens vraiment, vraiment passionnel du truc, quoi. Et donc, heureusement qu'on peut vivre hyper heureux, en couple, sans avoir, la passion absolue, voilà. Et c'est le cas de la grande majorité des gens. Et donc, c'est pareil dans le boulot. Et donc c'est à peu près du 3/4, un quart. Et donc si tu sens que toi, tout te convient, qu'au fond tu as pas vraiment de passion, mais c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Ça veut dire que tu peux faire plein de choses. Et je t'invite dans ce cas-là à écouter, l'épisode Tribal versus Maestro. Parce que ce qu'on voit là-dedans, ce dans quoi je crois, ce que j'observe, c'est que si tu as un tempérament plutôt généraliste, où tout peut te convenir, il faut pas que tu cherches un métier. Et je vais un peu insister là-dessus. Quand on a un tempérament plutôt généraliste, chercher un métier, bah, c'est une bêtise. C'est un truc qu'il faut pas faire parce que tu vas jamais trouver le métier qui te convient. Sans doute que tu seras aussi bien, hem, en tant qu'assistant de quelque chose, en tant que chef de projet de quelque chose, en tant que ça peut être, conférencier, écrire un livre, sans doute que au fond, tu peux faire plein de boulot à la fois et ce sera pas possible de te mettre dans une case. Parce que peu importe le métier, il y en a plein qui peuvent te convenir. Donc si tu te retrouves là-dedans, où est ton potentiel? Eh bien, je crois que ton potentiel, c'est de rejoindre un projet ou des personnes qui t'inspirent. Et peu importe ce que tu feras pour, ces personnes-là ou pour ce projet, que tu travailles à la logistique, aux ressources humaines, à la production, dans le dev, peu importe, à la limite, c'est secondaire, le métier que tu vas faire. Mais identifie des projets qui t'intéressent, quels qu'ils soient, et tu y trouveras ta place et tu pourras t'y développer. En passant d'ailleurs peut-être d'un métier à l'autre au sein de ces projets-là. Ce sont des ressources très importantes et la plupart des gens sont généralistes et permettent du coup d'évoluer au sein des organisations. Donc, en tout cas, pour pas mettre trop longtemps pour finir cet épisode, si tu te retrouves dans un profil un peu indifférent, tout me va, eh bien je t'invite à ne plus essayer de trouver un métier qui te convient parce que tu trouveras sans doute jamais, mais à chercher plutôt des projets, des personnes qui t'inspirent, des trucs, des choses collectives, des structures, des entreprises, des associations, des organisations qui t'inspirent, dans lesquelles tu vas pouvoir te développer. Voilà, et par plutôt projet que métier. Parce qu'au fond, le métier, sans doute que ça veut rien dire du tout pour toi. Voilà, je m'arrête ici parce que ça fait déjà quasiment 1 heure que je raconte mes salades là et c'est un épisode très long et donc en plus, je vois qu'il y a pas de commentaires, pas de questions donc je, vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de semaine. Rendez-vous jeudi prochain pour parler, je sais pas encore de quoi d'ailleurs, mais on verra bien, qu'on faire le point sur la procrastination. Allez, à bientôt.